tous, nous sommes... D'accord. Donc, je disais bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre donc de la Fête de l'Europe 2021 pour échanger autour d'une problématique en Europe autour des langues minoritaires, des langues maternelles, des langues qu'on trouve en Europe et surtout les droits qui peuvent être associés ou reliés à l'existence de ces différentes langues. Donc, nous avons eu déjà un rendez-vous avec Ali Aït Abdelmalek sur la culture en Europe, les cultures en Europe, la culture européenne, qui était d'une extrême richesse. Ce soir, nous accueillons donc Monsieur Blanchet, qui va nous parler de cette diversité linguistique européenne et en quoi les langues de Bretagne sont concernées par cette diversité linguistique. Vendredi soir, nous retrouverons Dimitri Bocorn pour un concert en live aussi, enfin plutôt en rediffusion, on va dire. Et dimanche, on aura aussi l'occasion de retrouver là un échange avec Dimitri Bocorn. N'hésitez pas donc à venir vers le programme complet de la Fête de l'Europe. Voilà. Sans plus tarder, je préfère donner la parole à Monsieur Blanchet, qui a des choses bien plus intéressantes que moi à vous dire, et surtout qui va nous nourrir et nous éveiller à cette riche diversité linguistique européenne. Voilà. Alors, on a à peu près 45 minutes d'échange, enfin de présentation par M. Blanchet, et après, on se donne une demi-heure ou plus, voilà, où on peut donner son point de vue, ou reposer les questions, ou rééclairer un passage qui aurait pu ne pas être assez clair pour tout le monde. Voilà. Nous sommes entre nous, très bien. Tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à partager ce travail et ces réflexions avec vous. Donc, je vais afficher mon diaporama puisque j'ai des choses à vous montrer. Normalement, vous devez le voir maintenant. C'est bien le cas? Oui. Très bien. Donc, j'ai centré cette intervention sur la question des droits linguistiques en Europe et sur la correspondance entre la question des droits linguistiques en Europe et puis la question des langues dites régionales ou parfois minoritaires en Bretagne pour notre rencontre de ce soir. Donc, un petit plan d'abord pour que vous voyez le chemin que nous allons suivre. D'abord, vous expliquer pourquoi il existe en Europe et notamment en droit européen des droits linguistiques qui sont protégés. Ensuite, pourquoi le non-respect de ces droits constitue une forme de discrimination que je vais vous expliquer et vous dire pourquoi j'ai préféré nommer cette forme de discrimination glottophobie. Ensuite, on verra dans le contexte français quelles sont les continuités ou au contraire les ruptures, les contradictions avec cette notion de droit linguistique et avec les textes européens de protection des droits. Et puis, on prendra l'exemple précis de la Bretagne, puisque nous sommes au Cercle celtique de Rennes, avec les langues de Bretagne, sans négliger d'autres langues, évidemment, qui sont présentes ici comme ailleurs. Et on prendra un temps de discussion. Alors, premier point, donc, vous présentez le fait qu'il existe quelque chose qu'on peut considérer comme des droits linguistiques et que ces droits linguistiques sont protégés par toute une série de textes juridiques internationaux qui sont des textes de protection des libertés fondamentales et d'interdiction des discriminations. Alors, je vais les passer rapidement et pas les lire dans le détail, mais ce que je veux vous montrer avec ces différents textes, c'est que la notion de langue apparaît dans tous ces textes au même titre que celle d'origine, de sexe, d'opinion, etc., comme un prétexte à discrimination qui est interdit et condamné, ce qui veut dire qu'il y a une protection du droit à exister à égalité avec les autres, quelle que soit
ou les langues dans lesquelles on choisit de s'exprimer. Donc ici, le texte, disons, le plus international, hein, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'Organisation des Nations Unies, qui est la version juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vous voyez que, comme dans tous les autres textes, je vous ai surligné en caractères gras et colorés l'affirmation et la mention de la langue qui nous intéresse. Vous trouvez la même chose dans un autre texte des Nations Unies qui est la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est beaucoup plus récent, avec ces articles initiaux qui cadrent l'ensemble des droits de l'enfant. Vous voyez la mention à nouveau de la langue comme étant un prétexte qu'on ne peut pas prendre en compte pour traiter les enfants différemment et pour les priver d'aucun des droits qui sont énoncés dans cette convention. Je ne vous présente que des textes qui ont été ratifiés par la France, puisqu'on va parler de la Bretagne et que la Bretagne est en France, sur le plan juridique en tout cas, c'est-à-dire qui ont force de loi en France, et je reviendrai sur cette notion de portée juridique des traités internationaux. J'en viens à des textes européens, justement, pour vous montrer qu'on trouve à la fois au niveau mondial avec l'ONU et au niveau européen une reconnaissance de l'existence de droits linguistiques et la protection de ces droits. Donc ici, vous avez la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est le texte de cadrage qui sert de référence à la Cour européenne des droits de l'homme. Et l'un de ces articles, qui porte sur l'interdiction des discriminations, propose une liste qui n'est pas close d'ailleurs de critères qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour traiter les gens différemment. Ça constituerait donc une discrimination. Et vous voyez une fois de plus apparaître le critère de la langue. Vous avez la même chose à un autre niveau européen. Le texte précédent relevait du Conseil de l'Europe. Celui que je vous présente là, la Charte européenne des droits fondamentaux, relève de l'Union européenne. C'est un texte qui s'impose à tous les États membres. Il est contraignant depuis 2007 et dans son article 21 qui lui aussi interdit les discriminations, vous voyez une liste de critères selon lesquels on n'a pas le droit de discriminer les gens et parmi lesquels, à nouveau, la langue. Alors j'en viens à un texte qui est très connu des gens qui s'intéressent aux langues et cultures régionales, la fameuse Charte européenne des langues régionales ou minoritaires proposée par le Conseil de l'Europe. Je le mentionne parce qu'il a un effet symbolique sur la question, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que cet effet n'est que symbolique puisque cette charte n'est pas contraignante. À l'inverse des textes précédents qui, étant ratifiés, imposent des normes juridiques dans le pays qui a ratifié, une norme juridique dont les citoyens et les citoyennes peuvent se prévaloir pour faire valoir leurs droits et peuvent attaquer l'État en question au niveau international si leurs droits ne sont pas reconnus et s'ils sont discriminés. À l'inverse de ces textes-là, la fameuse charte n'est pas contraignante et elle ne pose aucun droit et donc aucun devoir pour les États. Et on ne peut pas s'appuyer sur cette charte pour faire valoir des droits. Il n'empêche qu'elle a une valeur symbolique importante et vous savez comme moi que la France l'a signée en 1998 mais qu'elle ne l'a pas ratifiée, au contraire des textes précédents, c'est-à-dire que le Parlement n'a pas validé le fait de l'intégrer comme un texte juridique à portée normative concrète, positive dans l'État français. Cette charte proposait toute une série de mesures qui favorisent l'exercice des droits linguistiques des gens qui parlent des langues dites régionales ou minoritaires à l'intérieur de l'État signataire et qui protègent évidemment ces droits. Ici, j'en viens au droit français. Je vous projette l'article 225 du Code pénal, qui est celui qui fait la liste des discriminations qui sont interdites et qui donnent lieu à des poursuites pénales avec des peines pénales, donc peines d'amende et de prison. Ce texte date de 2001. On peut considérer qu'il est un peu tardif pour un pays qui se prévaut d'être le pays des droits de l'homme, d'avoir attendu aussi tard pour interdire pénalement les discriminations. Et dans ce texte qui a été révisé de nombreuses fois pour y ajouter de nombreux critères, vous voyez ici en gras et en bordeaux l'ajout qui a été fait en novembre 2016
du critère de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, qui est une formule qui a été utilisée à la fois pour ne pas choquer les tenants de la suprématie exclusive du français en France, mais aussi pour leur dire que c'est pas parce qu'on a la capacité à s'exprimer dans une autre langue qu'on est incapable de s'exprimer en français, ce qui est la grande peur fantasmatique des gens qui s'opposent à l'usage d'autres langues en France. Donc, c'est entré dans le droit pénal français en 2016. On n'a pas le droit de traiter quelqu'un différemment parce qu'il est en mesure de s'exprimer, donc parce qu'il s'exprime, il ou elle, dans une autre langue que le français. Et j'ai mis ici, entre crochets carrés et en gras orangé, vous le voyez peut-être, hein, je le pointe avec ma souris d'ordinateur, l'ajout qui est en cours, puisque une loi a été votée massivement, d'ailleurs, par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2020, pour ajouter un mot à la liste qui est l'accent, c'est-à-dire la façon de prononcer le français, qui est aussi un des prétextes fréquents, on y reviendra, de discrimination linguistique en France. Mais ce processus législatif n'est pas encore arrivé à son terme, puisque, comme vous le savez, la loi doit ensuite être validée dans les mêmes termes par le Sénat pour être enfin promulguée, et elle n'est toujours pas passée au Sénat, ce qui désespère le député qui en est porteur, puisque c'est une forme de blocage aussi pour l'aboutissement de cette loi. Pour tout vous dire, effectivement, les droits linguistiques en France sont aussi protégés dans certains autres codes juridiques, notamment dans deux, dont je vous présente ici quelques extraits, le code du travail et le code en gros, relevant dont relèvent les étrangers, les demandeurs d'asile, les réfugiés qui vivent sur le sol français. À chaque fois, vous voyez, j'ai surligné. Alors là, il y a effectivement la reconnaissance du droit à utiliser une autre langue, de l'interdiction de discrimination en fonction de l'usage d'une autre langue, notamment pour être embauché, pour avoir une promotion, pour exercer son activité professionnelle, de la même façon qu'il y a obligation que les règlements intérieurs, par exemple, l'ensemble des documents mis à disposition des salariés d'une entreprise, soient rédigés dans une langue que ces salariés comprennent et pas exclusivement en français. De la même façon, le code justement portant sur les étrangers, le droit d'asile, prévoit, comme le code de procédure pénale d'ailleurs, qu'on doit communiquer avec les gens dans une langue que les personnes comprennent, qu'on doit respecter leur choix d'utilisation d'une langue et qu'on doit leur fournir les traductions et l'interprétariat dont ces personnes auraient besoin dans toutes les étapes des procédures, mais il ne s'agit que d'une langue dite étrangère, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous prévaloir au titre de cet article-là, par exemple, de vouloir utiliser le breton ou le provençal dans un tribunal en France aujourd'hui. Ces discriminations linguistiques, donc le refus de respecter les droits linguistiques constituent des discriminations. Les discriminations sont définies de deux façons. Principalement en tant qu'objet juridique, elles sont définies par leur illégalité, et je viens de vous montrer des textes français, mais aussi des textes européens et des qui s'appliquent en France, et des textes de l'ONU qui s'appliquent en France, qui instaure l'illégalité du traitement défavorable de personnes au prétexte de leur langue, mais les discriminations se définissent aussi par leur illégitimité, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il est, sur le plan éthique, sur le plan moral, pour le dire peut-être avec un terme un peu plus simple, inacceptable d'utiliser la langue que parle une personne pour la traiter différemment, pour lui refuser l'accès à un bien, à un service, à une ressource. L'un des problèmes qu'on rencontre, et la situation en France par rapport au droit européen le montre bien, c'est qu'il n'y a pas toujours une superposition exacte entre l'illégalité et l'illégitimité. Quand quelque chose devient illégal, c'est en général qu'une bonne partie de la société le considère comme illégitime. Il n'empêche que un motif de discrimination peut être illégal, mais quand même continuer à être considéré comme légitime par une partie de la population qui ne reconnaît pas son illégalité et qui donc continue à la pratiquer. C'est le cas de la xénophobie, par exemple, en France, un grand classique, qui est illégal mais qui est pratiqué, y compris d'ailleurs par certaines dispositions réglementaires de l'État, ou inversement, on peut considérer que quelque chose est illégitime sans que ça soit encore devenu illégal, et donc on peut penser qu'il n'est pas normal de traiter les gens différemment avec un certain prétexte, alors que la loi ne l'interdit pas explicitement.
Sur la question des langues, on est typiquement dans ce décalage et je vais y revenir tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut considérer qu'il est illégitime, et pas seulement illégal, de traiter les gens différemment au prétexte des langues que ces gens parlent ou de la façon dont ces gens parlent des langues? Alors, je vous propose ici 7 critères, le dernier revenant à la question de l'illégalité. Je vais les balayer rapidement, hein. Le premier, c'est parce que les langues sont des éléments constitutifs des personnes. Les langues nous construisent, nous grandissons en langue avec les langues. Notre vie sociale est une vie linguistique et donc ça fait partie de qui nous sommes. Ça fait partie de nos attributs, si vous voulez, de nos caractéristiques, de la même façon que toutes sortes d'autres caractéristiques. Et donc, nous refuser le droit d'utiliser une langue, c'est nous refuser le droit d'exister tel que nous sommes. Deuxième critère, il en va de même évidemment pour les groupes humains. Tous les groupes humains ont des attributs linguistiques particuliers. C'est aussi refuser à un groupe le droit d'exister en tant que groupe que de lui refuser d'avoir des pratiques linguistiques spécifiques et de vouloir l'obliger à passer par une autre langue que la sienne, par exemple, pour exister. Troisième critère important, c'est parce qu'il est normal, c'est une situation banale, c'est même une des rares choses dont on peut être sûr qu'elle est universelle, que de vivre dans des sociétés marquées par du plurilinguisme, par de la diversité linguistique. Moi, j'aime bien parler de pluralité linguistique parce que j'y inclus les différentes façons de parler une même langue, par exemple les différentes façons de parler français. Il n'existe pas de société, de groupe humain qui soit linguistiquement homogène, linguistiquement unique, où tout le monde parlerait la même langue de la même façon. Donc, puisque ça fait partie de la vie des humains, on peut considérer que c'est quelque chose qu'on doit forcément respecter, sinon c'est remettre en question l'humanité même dans ses fonctionnements, en l'occurrence langagiers, mais aussi sociaux. Le quatrième critère, c'est parce que les langues, le cercle celtique de Rennes le sait bien, sont des ressources culturelles, hein. On crée des œuvres de l'esprit en langue, on crée de la littérature, des chants, des poèmes, des dictons, toutes sortes de choses qui ont la langue comme matériau. Et il existe quelque chose qu'on appelle les droits culturels, à côté des droits linguistiques, qui sont eux aussi protégés par un certain nombre de textes internationaux, européens, qui sont ratifiés par la France, qui les a intégrés dans son droit national. Et donc, puisque nous avons des droits culturels et que ces droits culturels s'appuient sur des ressources linguistiques, nous avons aussi des droits linguistiques. Et on peut considérer qu'il n'est pas normal de refuser à quelqu'un, par exemple, de pouvoir se produire pour chanter dans une certaine langue ou d'avoir accès à une aide, à une subvention culturelle parce qu'il voudrait produire, par exemple, de la littérature ou de la chanson dans une certaine langue, alors qu'on le proposerait à quelqu'un qui le ferait dans une autre langue. Et puis, critères plus larges et plus généraux d'illégitimité des discriminations à prétexte linguistique, le critère de la liberté d'expression qui est garantie par les textes fondamentaux, par exemple en France, par le préambule de la Constitution qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 11, qui garantit la liberté d'expression. Mais quelle liberté d'expression avons-nous si nous ne pouvons pas nous exprimer avec nos propres mots, avec nos propres langues, avec notre propre façon de parler, et que cette expression soit réduite à l'expression de gens qui s'expriment dans une certaine langue qui est la seule acceptée. Vous voyez bien que ça pose un vrai problème de liberté d'expression et donc, critère 6, de participation à la vie démocratique. Et si on est d'accord sur le fait que la démocratie, c'est la prise de décision par le débat collectif et par la collectivité, il faut que tout le monde puisse y participer et priver quelqu'un du droit d'utiliser une langue ou une façon de parler une langue, le priver de prise de parole à ce prétexte-là, y compris en l'amenant à s'auto-censurer et à se taire parce qu'on lui fait honte pour sa façon de parler, c'est une façon de priver la personne de l'exercice de sa citoyenneté et de porter atteinte à un des principes fondamentaux de la démocratie. Toutes ces raisons font qu'on peut considérer qu'il est non seulement illégal, ça c'est le critère 7, mais qu'il est illégitime, même si ça n'était pas illégal, de traiter les gens différemment parce que ces gens parlent une langue dont on ne veut pas, parce qu'on veut les obliger à en parler une autre, ou parce que ces personnes parlent une langue qu'on veut bien, mais d'une façon qui ne nous convient pas. Par exemple, avec une forme locale du français, pour prendre un exemple sans doute que vous connaissez. Alors, vous le savez, j'ai proposé de considérer que ces discriminations à prétexte linguistique
puisse être appelée de la glottophobie, et je m'en explique rapidement. D'abord parce que je pense qu'il est nécessaire de montrer que il ne s'agit pas de discrimination linguistique, ce n'est pas les langues qui sont discriminées, les langues ne sont pas des objets de droit, les langues ne sont pas des objets qui existent dans le monde social, les langues n'existent que parce qu'il y a des humains qui s'en servent, et donc c'est comme toujours dans toutes les discriminations, d'ailleurs, les personnes qui font l'objet de discrimination, et le prétexte qu'on utilise n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas la victime de la discrimination, si vous voulez, puisque c'est un délit pénal, n'est pas le prétexte, mais la personne. Et ça me paraissait très important de montrer les conséquences sur les personnes. Enfin, parce que en disant glottophobie, on inscrit ces discriminations à prétexte linguistique, ou on les réinscrit, puisqu'elles le sont dès le départ, dans l'ensemble des autres discriminations, parmi lesquelles on a un peu trop tendance à les oublier, et on les inscrit dans un paradigme qui vous est connu, évidemment. Glottophobie, ça fonctionne avec et comme xénophobie, homophobie, islamophobie, c'est-à-dire toutes les discriminations, les rejets, les exclusions qui ont un prétexte comme xéno, le fait d'être étranger, homo, le fait d'avoir une certaine orientation sexuelle, judéophobie, le fait d'avoir une certaine confession religieuse, et glottophobie, le fait d'avoir une certaine langue. Et donc, le problème n'est pas un problème linguistique, c'est un problème social et politique, et c'était important de le replacer dans ce champ-là pour qu'on en mesure toute la portée. Comment se pose le problème en Bretagne? Alors, il se pose d'une certaine façon parce que la Bretagne est en France et qu'il y a un décalage entre les textes européens et internationaux que je viens de vous présenter qui reconnaissent, garantissent et protègent des droits linguistiques, et puis ce qui se passe dans la société française. Ici, vous avez un extrait d'un propos tenu par Jean Viard, qui est un sociologue que j'ai enregistré, que j'ai transcrit quand il passait sur les matins de France Culture. Vous voyez, ça date de décembre dernier, et je trouve qu'il fait un bon résumé du problème, hein, en disant notamment ce que j'ai surligné, c'est-à-dire qu'en France, on a un pays qui a été construit de façon autoritaire, et lui dit que son unité a été construite à coups de cravache, que c'est une unité politique construite par l'autorité de l'État central et non pas par la volonté de ses partis et de ses participants, que c'est une société de l'autorité du centre sur les partis, et que ça se voit notamment à propos de la question des langues régionales ou des accents qu'on a quand on parle français, et qui sont souvent les influences, les traces, les marques de nos langues régionales ou de nos caractéristiques sociales, par exemple, dans le français que nous parlons. Alors ça aboutit à, par exemple, cette formulation sur la question strictement linguistique par Bernard Cerchilini ce mois-ci même, hein, dans une émission de France Inter, où il a cette formulation que je trouve à la fois lapidaire et en même temps très explicite. Et pourtant, Bernard Cerchilini, vous le savez, a été un grand serviteur de l'État. C'est pas comment est-ce qu'on pourrait dire, quelqu'un qui tienne des propos habituellement outranciers et partisans. Et il dit ceci: la République laïque a une religion d'État, c'est la langue. Elle a un livre, allusion à la Bible, c'est le dictionnaire. Elle a l'Académie française avec ses cardinaux et ses servants, donc une forme de clergé linguistique. C'est en fait une relation religieuse, d'où la faute, vous savez, la fameuse notion de faute. On vous dit que vous faites des fautes de langue, d'où le fait de l'exclusion, et l'exclusion, c'est typiquement la discrimination des gens pour des raisons linguistiques. On est dans une société qui a été construite sur l'unicité linguistique et sur la révérence religieuse à une langue qui sert de pilier d'une façon de comprendre l'unité nationale comme une unicité et non pas comme une association de diversité. Et il va en découler toute une série de problèmes. Et vous voyez tout de suite que ça va poser des problèmes de reconnaissance, de respect des droits linguistiques. On peut représenter, en tout cas on peut s'amuser à le faire, hein, cette constellation idéologique comme je le fais ici, hein, avec au milieu une citation récente elle aussi de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, qui est un très bon raccourci. On considère qu'en France il y a une seule langue française, une seule grammaire, donc une seule façon
correct, entre guillemets, hein, d'utiliser le français, et on fait l'amalgame avec l'identité nationale et l'organisation de l'État, puisqu'il y a une seule République. Et autour de cette croyance centrale, qui est évidemment fausse, en France, il n'y a pas qu'une seule langue française, ni une seule grammaire, et l'unité de la République ne tient pas à l'unicité linguistique, hein. Sinon, il y a longtemps qu'elle aurait volé en éclats, puisque cette unicité linguistique est un fantasme, mais qu'elle n'existe pas dans les faits. Autour de cette croyance idéologique, vous voyez un certain nombre de sanctuaires dans lesquels on la révère et on la reproduit. L'Académie française, Cerchilini en parlait, la norme du français, l'école, la domination de l'écrit et dans l'écrit de l'orthographe, l'association avec l'identité française. Et depuis quelques années maintenant, cette mode des concours d'éloquence, dont une des traces est le nouveau grand oral au baccalauréat, qui est une façon aussi de cultiver la langue, une certaine langue distinctive par rapport à d'autres. Cette idéologie a été mise en œuvre de façon juridique et politique en France depuis la Révolution française. Vous voyez ici une série de textes qui datent de la période de 1792-1794, la mise en place du régime de la terreur qui impose le français, qui cherche à comme le disait l'abbé Grégoire, anéantir les autres langues de France qu'on méprise sous le nom de patois, et avec des peines de prison pour les gens qui oseraient utiliser une autre langue, même dans un contrat privé, que le français, pour passer un accord à valeur juridique. On retrouve cette même vision de la place du français avec, vous le savez, la modification de la Constitution en 1992, où a été ajouté à l'article 2 cette mention dont la formulation est par ailleurs très étonnante et très ambiguë, ce qui permet toutes sortes d'interprétations, y compris très restrictives, qui sont celles du Conseil constitutionnel, y compris, vous le savez, la semaine dernière, la langue de la République est le français. Vous voyez que 2 siècles plus tard, on est toujours sur le même type de rapport à la question de la langue, et ça va poser un problème de reconnaissance des droits et de contradiction avec le droit européen, qui pourtant, normalement, s'applique en France. Ça a été mis en œuvre notamment, et ça continue à être mis en œuvre notamment à travers l'un des appareils d'État qui est l'école, l'éducation qu'en France on appelle nationale, et c'est pas pour rien, c'est pas seulement le ministère de l'Éducation comme dans beaucoup de pays, elle est nationale. Et vous avez ici 3 textes, l'un de 1793, l'un un siècle plus tard des arrêtés Ferry, 1880, et le Code de l'éducation actuel. Alors sa dernière modification date de 2018 à ma connaissance sur ce point-là. Et vous avez partout, toujours exactement le même texte, hein, qui dit qu'on utilise exclusivement le français dans le système éducatif, ce qui est évidemment une façon de l'inculquer aux citoyens en les prenant très jeunes, sachant que cette inculcation se fait non pas en ajoutant le français aux autres langues, mais qu'elle a été faite pendant longtemps et qu'elle continue beaucoup à être faite, aujourd'hui moins pour les langues régionales, parce qu'hélas, il y a de moins en moins d'enfants qui grandissent avec, mais notamment pour les langues dites de l'immigration, à la place de ces langues-là. Donc, en ne respectant pas les droits des enfants en question, on a vu que la Convention des droits de l'enfant les protège normalement. Alors, cette idéologie-là, elle s'explique par une forme d'esprit colonialiste qui consiste à penser qu'il y a une langue, il y a une culture, il y a un État, il y a une partie de la population qui est supérieure aux autres et qui va rendre un service aux autres, qui va les élever en leur offrant de partager leur langue, leur culture et leur organisation sociétale. C'est ce qui a justifié, entre guillemets, bien sûr, ce qui a servi de prétexte à la grande période coloniale du 19e, 20e siècle, avec l'idée, vous connaissez le célèbre discours de Jules Ferry, hein, que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Je mets plein de guillemets autour de ça pour que vous ne croyiez surtout pas que ce sont mes propres propos. Et vous trouvez la même chose à propos de ce qu'on a appelé souvent le colonialisme intérieur, dont la Bretagne a fait les frais comme ma région d'origine et qui est la Provence, et comme tant d'autres, hein. Et vous avez ici un extrait pour vous montrer que c'était vraiment dit clairement dans les textes et dans la pensée de l'époque, hein, d'un manuel de l'instruction publique, comme on disait à l'époque, dans lequel la préface est écrite par un inspecteur général de sinistre mémoire en Bretagne, puisque c'est Irénée Carré, vous savez, l'inventeur de la fameuse méthode directe dans le Finistère.
Et donc qui dit bien que les écoles ne doivent servir qu'à l'enseignement du français, et que cette phrase me paraît tout à fait symptomatique de l'esprit de l'époque, en tout cas pour une partie des gens. Nous amènerons sensiblement les populations soumises à notre domination à s'incliner devant la force des choses et à accepter notre langue et notre civilisation. Et je vous rappelle que ce manuel ne s'adresse pas, il aurait pu s'adresser aux petits Algériens, aux petits Marocains, aux petits Sénégalais, Congolais, des colonies africaines de la France, ou dans l'océan Indien, ou en Asie, ou encore ailleurs. Il s'adresse, regardez bien son titre, il est en dessous, aux élèves des provinces où l'on ne parle pas français et qui arrivent en classe ne comprenant ni ne sachant parler la langue nationale. Les provinces en question, c'est les provinces dites de France, dont, par exemple, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, la Bretagne. Vous voyez bien qu'on est dans une approche coloniale, hein, de la relation entre en gros Paris et le centre de pouvoir, et le reste des provinces françaises, à travers par exemple la domination d'une langue imposée par rapport à d'autres. Cette vision d'une unicité linguistique qui serait caractéristique de la France et à laquelle il n'y aurait pas d'alternative est ressassée en permanence dans les médias, dans les discours politiques. Alors, j'ai choisi de vous montrer principalement ici une série de propos tenus par l'actuel président de la République, mais j'en ai d'autres des époques précédentes, hein. Vous avez ici, par exemple, Emmanuel Macron en 2017 visitant une école pour la rentrée scolaire, qui explique aux enfants que dans le château de Villers-Cotterêts, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français, ce qui est totalement faux. C'est pas ça du tout qu'il y a dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts, mais c'est pour faire croire que ça fait très longtemps que les gens sont francophones en France, hein, et donc que c'est normal que ce soit la seule langue, finalement. C'est ça que ça veut dire, que les autres langues sont des reliquats d'un passé lointain, et qu'elles sont inutiles. Et d'ailleurs, il le double d'un tweet où vous voyez bien l'amalgame entre langue et identité nationale, hein, le retour sur un acte fondateur de notre identité, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Emmanuel Macron réitère en permanence le même genre de propos, et ce n'est pas pour le viser lui personnellement, il n'est que l'un des exemples du discours dominant de la classe politique nationale et notamment parisienne en France, hein, mais c'est lui qui est en poste en ce moment, hein. Vous avez ici une interview dans l'Express, hein, 2020, décembre dernier, la France née de la langue et de l'État. Vous voyez bien, les deux sont ensemble, hein. Il me semble qu'être français, c'est d'abord habiter une langue. Donc si vous n'habitez pas la langue française, ben, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas vraiment, vous êtes dans une forme de trahison vis-à-vis d'une supposée loyauté à la fois linguistique et identitaire à la nation française. Vous avez la même chose répétée, là aussi au mois de décembre, dans une autre interview, cette fois-ci dans le journal, le magazine Le Point, hein. Notre pays a ceci de singulier qu'il a été comme engendré par sa langue. Alors c'est évidemment faux, c'est l'inverse, hein. On a d'abord créé le pays et ensuite on a utilisé la langue pour l'unifier et même pour l'homogénéiser. Mais bon, voilà, oui, l'idée de l'amalgame, hein. Nous sommes une terre où c'est l'État qui a construit la nation, ça c'est incontestable, effectivement, la nation française n'a pas préexisté à la création de l'État français au moment de la Révolution française, où l'État s'est lui-même façonné autour de la langue, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, ce qui est faux, l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne dit pas ça, et l'État ne s'est pas façonné autour de la langue française avant la Révolution française, mais vous voyez bien qu'en renvoyant toujours à ces mythes fondateurs d'une grande ancienneté, on essaye de renforcer l'unicité linguistique prétendue de la France. On est dans un discours performatif d'une certaine façon. Vous retrouvez ça chez d'autres qui ne sont pas très éloignés politiquement. Ici, vous avez une interview de Manuel Valls en octobre 2020. Je trouve que sa première phrase dit tout à fait les choses. La République, c'est une unicité. La République, c'est une unité, une unicité, et c'est une langue, le français. Vous voyez toujours, hein, on confond l'unité et l'unicité, et on confond la langue et le pays et son système politique. Je vous passe le détail juste après, où il dit que justement toute forme de diversité linguistique est pour lui liée à un séparatisme, et elle lui fait peur parce qu'il ne peut pas imaginer un pays qui fonctionnerait, une société où il y aurait une diversité linguistique organisée, comme c'est le cas dans l'immense majorité des autres pays du monde, y compris dans son Espagne qu'il aime beaucoup par ailleurs et où il est élu catalan. À tel point qu'on finit par avoir des discours qui considèrent que
respecter les droits linguistiques des gens serait leur donner des droits particuliers et relèverait de ce qu'on appelle communément et à tort le communautarisme, ce que vous avez là dans un discours tenu par quelqu'un d'un autre bord de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon. C'était un débat sur les langues régionales en 2008, hein, et où il dit ceci: le fait de parler une langue différente, sous-entendu du français, mais c'est même pas dit tellement ça paraît de l'ordre de l'évidence, ne suffit pas à instituer des droits particuliers en faveur de ses locuteurs, alors que les gens qui parlent une autre langue que le français ne demandent pas des droits particuliers, bien sûr. Ils demandent simplement les mêmes droits que ceux dont le français est la langue familiale première ou historique. Ils demandent à être traités à égalité des gens qui ont le français comme langue première. Mais là, vous voyez bien qu'on part du principe que les droits sont réservés à ceux qui ont le français comme langue première, et ceux qui ont d'autres langues sont considérés comme n'ayant pas ces droits linguistiques et demandant des droits particuliers. Donc vous voyez que l'idée même de droit linguistique tel que nous l'avons vu dans les textes protecteurs, notamment onusiens et européens en début de cette séance, cette idée-là n'est pas du tout présente dans la tête de ces personnes qui sont pourtant les représentants politiques nationaux de premier plan encore en ce moment. Alors, concrètement, en Bretagne, il y a un autre décalage, c'est qu'il y a une réalité plurilingue. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, vous m'excuserez sans doute parce que vous connaissez ces choses-là. Alors, puisqu'on est au cercle celtique, j'ai mis l'accent, la lumière sur les langues dites régionales de Bretagne, mais il faudrait évidemment y compter aussi les langues dites étrangères ou immigrées, parce qu'il y a des tas de gens qui parlent d'autres langues en Bretagne à des taux qui sont jamais aussi élevés que le breton, par exemple, mais pas très loin, notamment, par exemple, pour toute la population anglophone du centre-Bretagne ou pour les Marocains de Rennes, dont la communauté est bien connue. Ici, vous connaissez hein, cette enquête sociolinguistique quantitative qui a été commandée par la région Bretagne en 2018. Et vous avez ici la moyenne du taux de locuteurs du breton à gauche, 12,5% dans la zone dite bretonnante de Bretagne celtique. Et à droite, vous avez le taux moyen de locuteurs, alors en Haute-Bretagne, dans la zone de Bretagne romane, avec 7,5%. Vous voyez que ça veut dire qu'il y a à peu près, dans les deux cas, 200 000 personnes, donc ça fait 200 000 plus 200 000, en tout 400 000 personnes en Bretagne qui utilisent à des degrés divers une autre langue que le français, qui est la langue historique de l'endroit du monde dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils vivent. Il y a d'ailleurs des taux de concentration qui peuvent être parfois beaucoup plus forts. Vous avez ici pour le breton, les zones foncées sont les zones où il y a le plus fort pourcentage d'usagers. Vous voyez qu'on arrive à 20%, 22% dans le Trégor, 25% dans le centre-ouest Bretagne, 19% dans le pays de Morlaix. 25%, c'est une personne sur quatre. Et donc, comment est-ce que ces gens exercent leur citoyenneté? Comment est-ce que ces gens voient leurs droits linguistiques respectés? En Bretagne, droit linguistique garanti par l'Europe, mais la Bretagne étant entre les deux en France, avec toute la contradiction que je viens de vous montrer. Ici, vous avez la même chose pour le gallo, avec aussi au centre-Bretagne, vous voyez, pays de Ploërmel, 22%, centre-Bretagne, donc on est du côté de Mur de Bretagne, il a 27%, vous voyez qu'on est à plus d'une personne sur quatre qui se déclare usagère du gallo dans cette partie de la Bretagne. Qu'est-ce que ça a comme conséquence à l'inverse? C'est que le breton et ou le gallo font l'objet de ces stigmatisations, de ce mépris, et avec eux, les gens qui les parlent. Ici, vous avez un tweet de l'inénarrable Michel Onfray, grand pourfendeur des autres langues de France, hein, qui considère qu'il n'y a pas de mot pour dire tracteur et téléphone en breton, oubliant que ce n'est pas nécessairement des choses très modernes et qu'on a eu le temps de s'y habituer et d'en parler depuis plus d'un siècle, et que par ailleurs, en français aussi, tracteur est un mot emprunté au latin et téléphone emprunté au grec, et que donc il n'y a pas de gloriole à avoir à pouvoir le nommer en français. Et effectivement, vous savez comme moi qu'on peut les nommer en breton, soit avec les mêmes mots, soit avec d'autres mots qui ont été conçus à cet effet. Ici, vous connaissez ça, hein, une lettre qui a fuité du recteur d'académie de Bretagne en 2013 où il répondait au président de la région qu'il ne lui paraissait pas acceptable qu'on écrive liberté, égalité, fraternité au fronton des lycées qui appartiennent à la région dans une autre langue que le français, en l'occurrence le breton, puisque vous savez qu'à cette époque-là, la région avait une politique de forte promotion de la langue bretonne à côté du français, à laquelle elle a ajouté depuis quelques années maintenant la promotion du gallo.
Alors, vous connaissez l'histoire rocambolesque de ce petit garçon né à Quimper en 2017 que ses parents ont prénommé Fanche, écrit comme on l'écrit en breton, avec toutes les suites juridiques qui ont fait qu'on le leur a interdit, puis ça a fini par être accepté. Vous connaissez l'histoire très récente de la loi de Paul Molac, député breton, cherchant à inscrire comme un patrimoine prioritaire et à développer la valorisation des langues régionales de France, y compris avec cette décision totalement incompréhensible du Conseil constitutionnel du 21 mai dernier, la semaine dernière, qui a censuré certains articles, mais pas tous. Donc la loi apporte quand même un certain nombre de choses. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que justement, puisqu'on est là pour parler de questions européennes, on est face à un conflit de normes juridiques, puisque les textes européens ratifiés par la France interdisent ces discriminations à prétexte linguistique, et que, comme la France les a ratifiés, ça a force de loi en France. D'autant que, quand le Parlement ratifie un traité international, il vérifie d'abord sa constitutionnalité. Ça veut dire que quand la France a ratifié tous les textes que je vous ai présentés en début d'intervention, le fait que ces textes étaient conformes à la Constitution n'a pas été remis en question. Donc normalement, et du point de vue du droit international, il prime sur les textes français, y compris sur la Constitution. Mais la France ne reconnaît pas ça tout en les ayant ratifiés. Vous voyez qu'il y a des incohérences, hein, parce qu'elle considère que sa Constitution doit toujours primer sur les traités internationaux, alors même que si elle a signé le traité, normalement, il est conforme à la Constitution, et donc que l'interprétation de la Constitution par le Conseil constitutionnel peut s'opposer au respect d'un droit défendu par un texte international ratifié par la France. C'est typiquement le cas ici, puisque le Conseil constitutionnel interprète cette phrase funeste, la langue de la République est le français, comme signifiant que la langue unique de la République est le français, et que donc aucune autre langue n'a de place dans la République. Reste à savoir ce que ça veut dire la langue de la République. Est-ce que c'est quand la République s'exprime, c'est-à-dire quand les services de l'État s'expriment, ou dans ce cas-là, moi je ne suis pas concerné, l'école du quartier si non plus, les instituteurs non plus, les institutrices, les écoles d'Iwan encore moins puisqu'elles sont associatives, ou la mairie de Pinmar, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas la République ça. Ou alors ils ont une conception où tout est dans la République et où du coup on est dans une forme extrêmement autoritaire où on ne doit utiliser que le français et on est hors de la République quand on s'exprime dans une autre langue, ce qui nous arrive à tous très souvent, du coup, que soit notre intérêt pour la forme républicaine de gouvernement. Et vous voyez qu'on met le doigt sur une contradiction entre les normes juridiques internationales qui s'appliquent en France et que la France accepte puisqu'elle les ratifie, sa façon de les refuser quand il s'agit de reconnaître des droits linguistiques, c'est surtout là-dessus que la France résiste. Il faut être clair, elle a d'ailleurs été de nombreuses fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme ou rappelée à l'ordre par la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur sa politique linguistique. Mais il y a aussi des incohérences du droit français, internes au droit français, puisque comme vous le voyez, l'article 225 du Code pénal interdit qu'on traite les gens différemment au prétexte qu'ils peuvent s'exprimer dans une autre langue, mais le Conseil constitutionnel dit qu'on peut traiter des élèves différemment au prétexte qu'ils étudient dans une autre langue. Donc vous voyez bien qu'il y a des incohérences internes au droit français. Et donc, on est dans une situation où il continue à y avoir des discriminations glottophobes. Ici, vous avez un témoignage que je viens de recueillir d'une de nos étudiantes de Master 2 dans son mémoire, qui raconte, comme vous le voyez, qu'elle vient d'une famille d'agriculteurs de Bretagne-Gallo et où il y a une forme de mépris qui leur a été opposé, des moqueries qui font qu'elle a elle-même cessé de parler cette langue que son père continue à parler tous les jours. Ici, vous avez un autre type de conséquences que vous connaissez bien. C'est un témoignage que j'ai recueilli moi-même, hein, une personne qui a à peu près le même âge que moi, qui raconte, donc évidemment, elle a été à l'école il y a 50 ans, mais qui a 50 ans, elle a subi des sévices psychiques et physiques, en l'occurrence, hein, parce que cette personne ne parlait que le breton en arrivant à l'école, ne parlait pas le français, et que l'instituteur faisait semblant de ne pas comprendre ce que ce monsieur disait quand il était enfant. Ici, vous avez un autre type de conséquences qui porte sur la façon dont on parle le français en Bretagne, puisqu'en Bretagne, il y a des gens, pas tous et de moins en moins d'une certaine façon, qui parlent le français avec l'influence de leur autre langue
par exemple de Bretagne ou venus d'ailleurs, que ce soit le gallo ou le breton, vous connaissez tous cet accent délicieux qu'ont les Bretons qui parlent un français galaisé ou qui parlent un français un peu bretonnant dans la prononciation, dans les intonations, dans les rythmes, dans la chanson de la langue. Et vous avez ici un titre du télégramme de Brest, enfin le télégramme tout court aujourd'hui, hein, qui signale que le standard automatique qu'on a mis en place à l'hôpital c'est quand même un lieu important pour des services vitaux, ne comprend pas ce que les gens lui disent parce que les gens parlent avec l'accent breton à Saint-Brieuc, c'est quand même un comble. Cette question de l'accent, il ne faut pas des accents, comme on dit, c'est-à-dire des prononciations différentes de la prononciation standard, pour faire court. Il ne faut pas la minimiser. Il y a probablement la moitié de la population française et une partie, puisqu'il s'agit ici de la Bretagne, de la population en Bretagne qui parle français avec des prononciations variées qui ne sont pas standards, soit une prononciation liée aux langues régionales, dites régionales de Bretagne, soit à une autre langue venue d'ailleurs, ou d'ailleurs en France, ou d'ailleurs dans le monde francophone, ou d'ailleurs dans le monde. Hein. On peut parler français avec un accent britannique, marocain, et être breton vivant en Bretagne, ou l'être devenu en tout cas, avoir été adopté, accueilli et adopté par l'hospitalité bretonne, et donc avoir des accents. Et il ne faut pas oublier que les gens qui ont un accent en français, ce n'est pas la seule cause linguistique, hein, sont très fréquemment stigmatisés et discriminés. Je vous montre ici 2 enquêtes, l'une du défenseur des droits sur les discriminations à l'embauche, qui montre que la discrimination à l'accent arrive au 4e rang des motifs de discrimination à l'embauche. Donc, c'est une discrimination très fréquente. Et ici, une autre enquête plus récente, pas beaucoup plus d'ailleurs, de 2020, hein, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a été faite pour le livre de Jean-Michel Apathy et Michel Feltin-Palas qui s'appelle « J'ai un accent et alors », qui est paru au printemps dernier, donc il y a bientôt un an, hein, qui montre que, en gros, 50% de la population française pense avoir un accent, que presque 60% de ces personnes disent avoir été stigmatisées à cause de ça, et que 16%, ça représente des millions de personnes, hein, disent avoir été discriminées en situation d'embauche, de concours ou d'examen, de promotion professionnelle. Et donc, il ne faut pas du tout négliger, ce n'est pas qu'une question de droit à parler des langues différentes, et c'est important, c'est aussi une question de droit à parler la même langue différemment, en l'occurrence le français. Il y a quand même, malgré ces discriminations, des résistances, parce que justement, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui considèrent que ce n'est pas normal, que ce n'est pas légitime qu'on les traite différemment. Ici, vous avez un témoignage, là aussi, d'un étudiant de Rennes 2, dans une enquête que nous avons bouclée en 2020 sur la glottophobie en Bretagne, dont je présenterai les premiers résultats demain dans un séminaire du CRBC à l'Université de Brest d'ailleurs. Qui dit qu'il a été scolarisé à Diwan, donc il a fait des études, une école en breton, qu'il parle couramment, et que à cause de ça, on lui a dit des choses extrêmement méprisantes sur lui, mais que malgré tout, il fait partie des gens qui résistent à ça. Et ici, vous avez autre témoignage, hein, des élèves d'un lycée agricole de Bretagne gallo qui répondent à leur enseignante, qui est une de mes anciennes étudiantes, qui leur parlait de discrimination et de glottophobie. Un élève qui a 15 ans répond ceci: « Madame, nous, on est des victimes tous les jours. Tous les profs nous disent qu'on est nuls quand on parle. À force, on se sent des moins que rien. Du coup, on arrête de parler. Ça devrait être puni par la loi. » C'est effectivement normalement puni par la loi, mais elle n'est pas appliquée. Ce qui prouve, vous voyez encore une fois, le décalage entre la situation vécue, en l'occurrence en Bretagne, par des enfants du monde agricole en Bretagne et gallo, et puis le système social et légal français. Voilà mon canard préféré, c'est un tadorne de Bellon qui me dit qu'il ne me reste plus que 2 minutes. Et j'en ai fini, ça tombe bien. Vous voyez le décalage avec le système dominant dans la société française, y compris la façon dont on y applique les lois et les protections que nous garantissent normalement les textes européens, puisqu'aujourd'hui il s'agissait de parler d'Europe, de Bretagne, de langue et de discrimination linguistique. J'en ai terminé, je vous remercie. Dans un certain nombre de langues que vous reconnaîtrez, peut-être pas la première, mais me connaissant, certains savent de quelle langue il s'agit, et on va pouvoir passer à la discussion. Merci beaucoup. J'arrête de partager mon écran maintenant que vous avez lu pour pouvoir voir les visages. Enfin, les visages des gens qui sont avec nous, puisque ceux qui sont sur Facebook, on ne les voit pas. Allez-y, allez-y. Pardon. C'est ça. Vas-y. Alors, vous avez
la façon de poser vos questions, hein. En même temps, on va surveiller Facebook aussi. Donc, soit vous pouvez intervenir directement si vous avez des choses ou des expériences vécues par rapport à ce que vient d'exposer M. Blanchet. Et puis aussi, vous pouvez vous exprimer dans la discussion, dans le chat, comme on dit. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une première réaction? Moi, j'en ai une, enfin, je trouve extrêmement constructive cette façon de présenter la situation aujourd'hui en Bretagne. C'est une situation qui nous tient à cœur, effectivement, en Bretagne. Et je trouve que tous les faits que vous évoquez, en fait, rendent quasiment presque indiscutable, finalement, ce droit à la reconnaissance, quoi. Et c'est vrai que c'est très factuel, en fait, hein, vous donnez des résultats et ben, on est quand même quelque part obligé de les enregistrer ou moins de les prendre en compte, quoi. Et c'est vrai que cette crainte qu'on a de ce retour à des communautés, enfin, ça peut, pour certains, être un peu effrayant, et d'autant plus vu de Paris. Voilà. Oui, oui, alors je suis tout à fait d'accord. Comme vous avez vu, j'essaye de m'en tenir à des textes existants, à m'appuyer sur du concret, sur des enquêtes, etc. Je ferai une petite nuance. Il y a des gens qui parlent de retour à des communautés, mais il ne s'agit pas de retour à des communautés. Ces communautés n'ont jamais cessé d'exister. Il y a toujours des gens qui se sont dits bretons et qui ont vécu entre bretons, ce qui ne les a pas empêchés de vivre avec d'autres, ici ou ailleurs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a une communauté dont on ne parle jamais, qui est la communauté privilégiée, qui est la communauté française. La communauté nationale est aussi une communauté. Il y a en France un communautarisme qui s'ignore parce qu'il a des droits spécifiques, particuliers, supérieurs aux autres, c'est le droit de ceux qui se reconnaissent prioritairement ou exclusivement dans la communauté nationale française, et en l'occurrence, puisqu'on parle de langue, dans la communauté nationale francophone. Il ne faut pas oublier ça. Ces gens-là disent toujours que si vous voulez avoir le droit de parler une autre langue, c'est que vous voulez faire une communauté, mais eux, ils font déjà communauté et ils s'arrogent des droits supérieurs aux autres. Il faut en permanence le rappeler. Il y a une chose que je n'ai pas eu le temps de dire parce que je voulais faire court, c'est que le français ne poserait pas ces problèmes-là si c'était la langue de personne qu'on avait offerte en partage à tout le monde. Et du coup, nous serions tous et toutes à égalité vis-à-vis d'une langue qu'on aurait adoptée comme étant la langue intermédiaire entre les différentes populations qui constituent la France. Mais ce n'est pas le cas. Le français, c'est la langue d'une partie de la population française qui a été imposée à toutes les autres. Et donc, il y a une inégalité patente, fondamentale, et donc une forme de discrimination entre une partie des citoyens qui ont droit à tout, qui ont accès à tout dans leur propre langue, et d'autres citoyens et citoyennes qui n'ont droit à rien, en fait, dans leur propre langue, ou à pas grand-chose, et qui sont obligés d'adopter la langue des dominants pour avoir droit à exercer leur citoyenneté, leur vie sociale. Et c'est toujours ça qu'il faut rappeler. Et évidemment, c'est ça que ces gens-là dont vous parliez nous opposent, mais à tort, parce qu'ils ne veulent pas voir ça, évidemment. Ça leur pose un vrai problème. Très juste. Alors, est-ce que quelqu'un veut contribuer par une expérience? Quelqu'un a une question? Alors, je vais vous donner votre micro. Hop. Hop. Voilà, je pense que oui. C'est bon. Oui. Ok. J'ai été, d'un point de vue personnel, légèrement schizophrène parce que j'étais président départemental de la FCPE à la Pyrénées-Orientales et trésorier de l'association ARELS, qui est une association, et aussi membre de l'association La Bressole. Donc, j'ai beaucoup intrigué. D'ailleurs, la FCPE, ma dernière année, en 2011, lors de mon dernier congrès national, a pondu un texte dans lequel les langues régionales étaient reconnues. Je ne sais pas si ce texte… Ah oui, 2011, mais bon.
je l'avais eu de haute lutte. Voilà. En anecdote, un nouveau inspecteur d'académie arrive, demande à me voir, je le rencontre, demande à me voir en tant que président départemental de la FTPE. Et il me dit, on m'a nommé ici pour avoir la peau de l'association, de l'école Arels. Alors, je lui ai dit, écoutez, ça va être bien parce que je suis d'ailleurs le trésorier. Je crois qu'il est devenu vert. Il est devenu vert. Ça a été horrible. Ça, c'était pour les anecdotes. Maintenant, pour le beaucoup plus cruel, j'ai rencontré une haine profonde dans le catalan, chez nous, de la part des enseignants. Dans les écoles, bon, j'ai essayé d'aider à la mise en place de points par rapport au catalan, éventuellement de permettre à un enseignant d'enseigner le catalan. C'est une horreur. Alors, déjà de la part que si un enseignant catalanophile arrivait dans l'école, ça obligeait un collègue à s'en aller. Et ça, un collègue qui ne le parlait pas. Ça, c'est extrêmement mal vu. Voilà. Et puis ensuite, pour des raisons de glottophobie, comme vous disiez. Voilà. J'ai même eu une directrice d'école qui m'a dit, mais réellement, elle me l'a dit, moi vivante, jamais le catalan ne pénétrera dans mon école. Voilà. Voilà. J'ai eu aussi un fabuleux accrochage avec Mélenchon lors d'une réunion aussi à Perpignan. Voilà. Ça, c'est l'anecdote. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. J'ai rencontré quelque chose d'horrible de la part des enseignants. Voilà. Alors, je parle des enseignants d'école primaire et maternelle, puisque les autres, je n'avais pas cette même relation. Voilà. Donc, oui, bon, le problème est là. Oui, oui, non, mais vous avez raison. Le système éducatif français est l'un des nœuds du problème. Il a été missionné pour ça dès la Révolution française, ensuite par les lois Ferry, et il l'est toujours aujourd'hui, clairement. La petite place qui est faite institutionnellement aux autres langues, qu'on les appelle langues régionales, langue de France, langue et culture d'origine, langue étrangère, sauf les langues de prestige, évidemment, ces petites places sont des alibis, finalement. Qui permettent de faire croire qu'on s'ouvre à du plurilinguisme, mais c'est de façon extrêmement marginale et limitée. Après, je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, l'institution en tant que telle et les acteurs et les actrices de cette institution, qui n'endossent pas tous au fond, l'idéologie, c'est une idéologie, là on est dans la croyance de l'institution. Et puis il ne faut pas non plus mettre tous les enseignants et toutes les enseignantes, pour le dire court, dans le même sac. D'ailleurs, vous êtes un très bon exemple, puisque vous pouvez à la fois vous intéresser à la FCPE, qui est une organisation de parents d'élèves nationale française, et à une association locale roussillonnaise catalanophone. Et il y a aussi dans le monde enseignant et ailleurs des gens qui ont une capacité à comprendre et à soutenir l'idée d'un plurilinguisme d'une société dans sa diversité, avec l'idée qu'elle fonctionnerait sans doute mieux, et d'ailleurs que les élèves réussiraient mieux à l'école, que dans une société qui essaierait d'exclure la diversité et d'être sur l'assimilation à un modèle unique. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des études l'ont d'ailleurs montré une proportion élevée d'enseignants et d'enseignantes qui endossent le rôle que l'institution leur fait jouer, qui d'ailleurs peuvent être très différents, y compris dans leurs convictions, quand ils sont dans leur vie extra-professionnelle et dans leur façon de se comporter dans l'école. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Merci, y compris des témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner aussi? Est-ce qu'on a des questions sur les réseaux, sur Facebook? Pas sur Facebook, on a des remerciements, en tout cas, sur la conférence. Très concrètement, Monsieur Blanchet, est-ce que vous pourriez nous résumer finalement, si c'est possible, ce qu'apportait la loi Molac adoptée par
à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat, et ce que lui a enlevé finalement le Conseil constitutionnel. Oui, rapidement, bien sûr. Bon, la loi Molac. Dans les grandes lignes. Oui, oui, mais d'ailleurs, le texte de loi est assez bref, hein. C'est une loi efficace, simple. Voilà, j'ai plus souvenir précis, je crois qu'il y a 9 articles, si je ne dis pas de bêtises, mais enfin, vous voyez, le nombre est réduit, qui ont visé toute une série de mesures très concrètes pour essayer de favoriser la place des langues régionales dans la société française, avec, par exemple, la légalisation de la signalétique bilingue sur la voie publique, qui et n'était pas interdite, mais n'était pas explicitement autorisée. Il y a donc eu régulièrement des tentatives pour essayer de l'empêcher. Vous connaissez ces histoires-là. Il s'agissait je vous dis ça de mémoire parce que du coup, je ne l'ai pas sous les yeux, et donc de l'utilisation des fameux signes diacritiques, vous savez, à l'état civil, type le N tilde de Fanch ou les I sur les voyelles que vous avez en catalan, que nous avons en provençal. Exactement, et qu'on apprend en français. Voilà. Ça, c'est l'un des articles qui a été considéré comme inconstitutionnel, de façon parfaitement absurde par ailleurs, parce qu'il ne dit pas quels signes diacritiques sont autorisés et quels signes sont interdits, ce qui renvoie nécessairement à un texte réglementaire qui, lui, a toute liberté d'inclure ou d'exclure ce qu'il veut, et beaucoup ne se sont pas privés de rappeler que le N tilde est utilisé en français, l'a toujours été, et que donc, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir l'utiliser pour écrire un prénom breton ou un prénom basque, comme Beñat, par exemple, etc. Donc, il y avait cette disposition-là. Donc, il y a la disposition de l'inscrire comme patrimoine prioritaire. Je ne me rappelle plus quel est le terme qui est utilisé dans le Code du patrimoine. Alors, il y avait 2 dispositions importantes autour de l'éducation. La première, c'est la reconnaissance de la possibilité d'utiliser un système immersif dans une langue régionale, y compris dans l'enseignement public, ce qui jusqu'à présent n'a jamais été fait. Il y a du public bilingue, très limité, mais il n'y a pas de public immersif. Oui, à Perpignan. Oui, c'est rare, mais voilà. Oui. Il y a, cet article-là a été refusé, retoqué, comme disaient les juristes, par le Conseil constitutionnel, avec ce motif que la langue de la République est le français, et on ne voit pas bien le rapport entre les deux. C'est juste que l'idée qu'on puisse faire d'une langue un moyen de communication et un moyen d'éducation, et pas seulement un objet, ça va trop loin pour eux, parce que ça mord sur la place prédominante du français. C'est une interprétation tout à fait contestable de cet article de la Constitution. Et pour répondre à la question qui a été posée par Maxime dans le fil de conversation, normalement, cette déclaration d'inconstitutionnalité ne porte que sur ce que disait l'article, c'est-à-dire sur le fait que ça n'est pas possible dans l'enseignement public. Est-ce que ça va concerner des écoles immersives associatives comme Diwan? La réponse est oui et non. Ça ne les empêchera pas de continuer à pratiquer de l'immersif, parce que c'est à l'école publique que c'est considéré comme impossible. Mais par contre, ces écoles, lorsqu'elles sont sous contrat d'association avec l'État, sont censées appliquer, vous le savez mieux que moi, hein, les règles de l'éducation nationale, et donc l'État pourrait se servir de ce prétexte pour désassocier les écoles en question au motif qu'elles pratiquent l'immersion et que du coup, ce n'est pas constitutionnel, donc le ministère représentant l'État ne peut pas cautionner ça. Voilà. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si ça va être fait ou pas fait, on peut avoir des craintes. Hein. Alors ça mettrait ces écoles en difficulté financière, évidemment, puisque quand on est sous contrat d'association, vous savez que ça veut dire que c'est l'État qui paye les salaires des enseignants et des enseignantes, puisque de toute façon, il faudrait des enseignants et des enseignantes pour ces élèves. Une autre disposition, celle qui était attaquée par les députés, elle a été validée par le Conseil constitutionnel. C'est celle qui consistait à renforcer l'obligation qui existait déjà, mais qui n'était pas très explicite, de la commune de résidence d'un enfant de verser le forfait scolaire à une école d'une autre commune si l'enfant
est scolarisé dans une école d'une autre commune parce qu'il ne trouve pas dans sa commune de résidence une école où il y a une filière bilingue ou immersive en langue régionale. C'était déjà prévu d'une certaine façon, mais ce n'était pas aussi catégoriquement affirmé. Et on sait qu'il y a plein de cas où il y a des communes qui n'ont pas joué le jeu, qui ont refusé de verser le forfait scolaire. Et donc là, c'est une façon de rendre ce versement obligatoire. Et curieusement, comme quoi il y a des formes d'imprévisibilité et d'irrationalité, c'est cet article que les députés avaient attaqué, pas tous d'ailleurs, puisque vous savez que sur les 60 signataires, il y en a 4 qui se sont rétractés. Normalement, ça aurait suffi à ce que la saisine ne soit pas recevable, mais sur ce sujet-là, le Conseil constitutionnel, qui a toujours été opposé à la diversité linguistique en France, s'est empressé de valider la saisine, et il a validé cet article. Donc, il y aura obligation de verser ce forfait scolaire. Donc, malgré tout, la loi qu'a portée Paul Molac offre des avancées. Simplement, certaines des avancées ont été retoquées, comme on dit, par le Conseil constitutionnel, avec une petite crainte sur les conséquences pour les écoles associatives immersives qui sont sous contrat d'association. Et ça, on ne sait pas quelles dispositions vont être prises dans les mois ou dans les années qui viennent. Voilà, j'ai essayé d'être très synthétique. Pardonnez-moi si j'ai oublié quelque chose. On a une autre question sur Facebook qui demande est-ce qu'on peut avoir un rappel sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts? Oui, bien sûr. Alors, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est une ordonnance de réforme de la justice du Royaume de France qui a été signée par le roi François Ier en août 1539. Et vous savez, c'est l'époque où le Royaume de France prend son autonomie, notamment par rapport à l'Église, et où essaye d'asseoir son pouvoir. La France commence à devenir un pays assez vaste et puissant au plan européen, et donc la monarchie française veut s'imposer comme un vrai pouvoir qui n'est pas subalterné au pouvoir religieux, au pouvoir du pape. Et donc, dans la façon d'organiser la justice royale, il y a 2 articles sur plusieurs centaines, hein, donc Villers-Cotterêts ne porte pas du tout principalement sur des questions linguistiques, il y a 2 articles, les articles 110 et 111, qui disent que puisque les gens ne comprennent pas la justice qui est rendue quand elle est rendue en latin, elle doit être rendue dans une langue que les gens comprennent. Et donc, qu'à partir de dorénavant, comme on dit, les actes et ordonnances de justice ou qui ont un rapport avec la justice, et seulement cela, c'est même pas la totalité des actes administratifs, doivent être rendus en, et il y a une formule qui a été perçue comme ambiguë tardivement, langage maternel François. Certains essayent de nous faire croire que ça veut dire qu'il fallait rendre la justice en langue française. Et donc, depuis le XVIe siècle, le français est la langue officielle de la France. Il y a même eu un timbre qui a été émis par les PTT en 1989, si mes souvenirs sont bons, disant ça. C'est totalement faux sur le plan historique. D'une part parce que ça ne fait pas du français, ça n'a pas fait du français la langue officielle du royaume, ça a fait du français la langue utilisée, ça a pu faire du français la langue utilisée dans les actes de justice et apparentés aux actes de justice, et seulement cela. Mais comme il y a écrit langage maternel français et qu'il s'agit que les textes et les jugements rendus oralement soient compris par la population, ça voulait dire rendu dans une langue maternelle des sujets du roi de France, et donc dans une langue que les gens comprenaient. Rendre la justice en français en Bretagne en 1539, c'est tout aussi absurde, en tout cas en Basse-Bretagne, que de la rendre en latin. Les gens ne comprennent pas plus. Donc il est évident que ça ne voulait pas dire ça. D'ailleurs, tous les textes disaient plutôt en langue du pays ou en français. Et d'ailleurs, ce même texte a été ensuite codifié par des rois dans les 2 siècles qui ont suivi, et à chaque fois que ce texte a été mentionné, ils ont rajouté un mot qui a vraisemblablement été oublié dans la copie qu'a signée le roi, en langage maternel ou français en l'occurrence. C'était très probablement ça que ça voulait dire. Et d'ailleurs, ça a été compris comme ça. Des juristes de l'époque, on a des textes, disent que ça veut dire qu'il faut rendre à Toulouse ou à Montpellier la justice en occitan, à Toulon en provençal, etc. Bon, surtout dans la moitié sud où il y avait une grosse tradition de l'écrit en langue
romane locale, évidemment catalan, mais à l'époque, on n'était pas concerné par le roi de France. Oui. Voilà. Donc, D'accord. voilà ce qu'est l'édit de Villers-Cotterêts, enfin, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, effectivement. Et voilà la manipulation, l'instrumentalisation qu'on en a fait rétroactivement à partir de la Révolution et surtout à partir de la fin du 19e siècle, quand on a voulu inventer le mythe d'une unité linguistique française très ancienne pour renforcer le discours d'imposition du français aux populations. Voilà, pour faire croire ça aux gens. Mais clairement, c'est faux. Ce que dit Emmanuel Macron dans le passage que je vous ai cité est une contre-vérité historique grossière. Parfait. Vraiment. Oui. Si je peux me permettre, moi j'ai toujours pensé que c'était Astérix, le livre Astérix, qui avait francisé beaucoup de Français. Voilà, que les gens se sentent avoir été gaulois, alors qu'ils ne l'ont absolument pas été. Voilà. Je voulais quand même dire qu'il y a eu une certaine terreur pour imposer le français aux enfants dans les écoles. Et je retrouve cela actuellement dans les propos de dames qui veulent avoir la nationalité française et qui donc on peut appeler ça un examen oral à la préfecture pour savoir si elles parlent correctement français. Alors, elles me décrivent cela comme on les place devant un mur d'escalade et tu te démerdes pour arriver en haut, ce qui leur est pratiquement impossible. Voilà. Je voulais dire ça, c'est que j'ai l'impression qu'on retrouve pour les personnes immigrées la même horreur, la même prégnance qu'on a retrouvé pour les enfants des provinces françaises. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a toute une série de mesures, y compris réglementaires en France, qui sont de l'ordre de la discrimination pour les personnes dites étrangères ou immigrées qui parlent d'autres langues. On n'a pas le temps de développer, mais j'ai tout un corpus de textes et d'analyses et de témoignages là-dessus. C'est exactement la même politique. Il y a une question. Il y a une question, oui, M. Blanchet, dans le chat, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, ne s'agit-il pas surtout d'une avancée pour les langues régionales de métropole? La réponse est plutôt oui, parce que les langues dites régionales, alors là, le terme est encore plus étonnant, hein, de ce qu'on appelle les départements et régions d'outre-mer, les DROM aujourd'hui, hein, que sont les Antilles, la Réunion, Mayotte, et les territoires d'outre-mer que sont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, il y avait la Guyane dans les DROM aussi, etc., ont moins besoin de bénéficier de ces dispositions parce que, pour des raisons historiques, etc., sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, pour l'instant, dans ces parties-là du territoire français, parce que ça en fait partie, les langues, disons, historiques et premières des populations sont encore les langues principales de communication dans lesquelles on élève les enfants, dans lesquelles on vit. Alors bien sûr, souvent maintenant les gens sont devenus bilingues et les enfants sont élevés en créole et en français. Mais bon, je connais bien la Réunion, qui est un endroit où j'ai fait du travail de recherche avec des collègues de l'Université de la Réunion ou des enseignants du primaire et du secondaire. On estime quand même encore aujourd'hui à 80% le nombre d'enfants qui arrivent à l'école maternelle à la Réunion ne parlant pas français et parlant exclusivement créole. Donc, il y a aussi les enfants qui viennent de Mayotte et qui parlent maoré ou chibushi, plus ceux qui viennent évidemment d'ailleurs de Madagascar ou d'ailleurs dans le monde, comme partout. Bon. Donc évidemment, il y en a moins besoin parce que la situation est moins désespérée, on va dire. La pratique de ces langues est moins menacée. Mais les gens vivent quand même des discriminations. J'en ai des témoignages clairement, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'on est loin encore de la co-officialité du créole avec le français, du respect du droit des créolophones, pour dire les choses clairement. Enfin, je dis créolophone parce que je parlais de la Réunion ou qu'on parlait des Antilles, mais c'est vrai pour les gens qui parlent des langues kanak ou des langues amérindiennes en Guyane, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que les langues dites régionales de France sont dans une situation pour la plupart
de beaucoup plus fortes chutes des pratiques et de la transmission, et donc que ces mesures sont d'autant plus essentielles, même si la situation est beaucoup moins grave que ce qu'on dit. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, hein, on est quand même à 10% en moyenne de la population bretonne qui parle une langue de Bretagne. C'est peu, mais c'est pas rien. Au Pays Basque, côté nord, la moitié des enfants sont scolarisés en école bilingue, la moitié, 50% de l'effectif scolaire. Hein. Voilà, donc il y a quand même une forme de vitalité et d'attachement qui contredit aussi ce discours performatif qui prédit leur mort imminente. Hein. J'ai aussi étudié ça, j'ai tout un corpus de textes de gens qui en parlent comme si c'était déjà fini ou quasiment fini, comme si c'était du passé. Voilà, mais moi je parle tous les jours ma langue dite régionale de France, je la parle avec ma famille, avec mes enfants, avec des amis, je l'écris, c'est encore une langue vivante dans ma pratique et je ne suis pas particulièrement exceptionnel, même si je fais partie du pourcentage faible des gens de ma région qui l'ont conservé. Mais on est encore là. Voilà. Donc, nous sommes là, nous avons des droits au moins pour nous et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, cette question des droits linguistiques, de leur protection et de leur respect en France se pose. Très bien, on va donc... Alors, pardon, j'ai oublié une chose qui est importante. À la personne qui posait la question parlait aussi d'autres langues minoritaires comme l'arabe. Et elle a raison, d'ailleurs, notre ami catalan y faisait allusion, les langues dites de l'immigration sont et les personnes concernées vivent les mêmes situations. C'est plus difficile à faire entendre parce qu'il n'y a pas l'ancrage historique territorial sur le long terme de ces langues-là sur le territoire français, mais il y a un ancrage qui commence à être historique et qui est en partie territoriale, hein, de l'italien, du portugais, de l'espagnol, des arabes maghrébins, parce que c'est pas n'importe quel arabe, des langues berbères, de certaines langues d'Afrique subsaharienne, ou d'ailleurs, comme il y a eu de l'ukrainien, du polonais, etc. Il ne faut pas oublier. Hein. Et donc, évidemment, ces langues-là, et les gens qui les parlent ont aussi des droits. Et si on prend les textes de protection au niveau européen à la lettre, qu'on les comprend bien, le respect des droits linguistiques s'applique quels que soient les gens et quelle que soit leur langue. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui dit « mais moi, je suis désolé, j'ai le droit de parler ma langue à la maison, mes enfants ont le droit de parler leur langue, j'ai le droit de l'utiliser avec des gens qui la comprennent », je comprends qu'on ne puisse pas exiger que tout le monde soit multiplurilingue, évidemment. Hein. On ne doit pas me refuser ni le droit de parler avec mes enfants dans la salle d'attente ma langue à moi, à l'hôpital, ni un soin, ni etc., ni de participer à un débat public. Ces gens-là ont évidemment les mêmes droits et ils ont absolument raison de les revendiquer aussi. La question des droits et des discriminations, c'est une question de respect, de dignité de l'ensemble des personnes et c'est une question de traitement. Alors, non pas de traitement égalitaire, mais de viser à mettre les gens en situation d'égalité, parce que traitement égalitaire de situation inégale, ça reproduit les inégalités. Mais de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes droits, que nous soyons égaux en droit, ce que finalement, en tout cas sur le plan linguistique, mais hélas pas seulement sur le plan linguistique, c'est vrai aussi, il y a toutes sortes d'autres discriminations qui souvent sont cumulées d'ailleurs, hein, que finalement les gens soient égaux et égales, justement, puisque les dames y ont droit comme les autres, que les gens soient égaux et égales en droit, et ça concerne absolument tout le monde. Ah, on a une entrée qui arrive, voilà. Eh bien, on va donc mettre un terme à ce rendez-vous. Je voudrais remercier très chaleureusement Philippe Blanchet de nous avoir documenté, enrichi et puis apporté beaucoup d'éléments autour des lois. Je trouve que c'est important toujours de se référer à la loi quand on parle des lois, c'est toujours plus intéressant. Voilà, je trouve, mais il faudrait sûrement qu'on prenne le temps d'aller encore plus dans le détail pour il y a sûrement des choses à cultiver encore de ce point de vue-là, mais on aura peut-être l'occasion de reprendre rendez-vous pour aller plus loin encore dans la finesse de la compréhension. En tout cas, merci beaucoup. Pour ceux qui s'intéressent, il y a une nouvelle conférence qui prend le relais dans quelques instants, je crois qu'elle est peut-être déjà lancée, sur les langues de Bretagne, qui va être animée par Antoine Aguès et Maria Mallard, dans le cadre de la Redlec, la course. Donc, c'est aussi sur le Facebook Live du Cercle Celtique de Rennes. Et puis, je vous rappelle que vendredi, je crois, Héloïse, hein, on a rendez-vous avec Dimitri Bocor. À quelle heure déjà? À 19h30 également. 19h30.
Voilà. Sur la chaîne de la MIR, la Maison internationale de Rennes. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le Cercle Celtique de Rennes, vous pouvez liker la page, comme on dit, aimer la page, et puis suivre, venir vous promener et surfer sur le site du Cercle Celtique. N'hésitez pas à découvrir nos activités. Voilà, en tout cas, bien belle soirée à tous. Bon retour chez vous. Bon retour chez vous pour ceux qui ne sont pas chez eux. Et puis, bien, à très bientôt sur de futurs rendez-vous. Merci beaucoup au cercle et à Philippe Au revoir. Blanchet. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Merci, monsieur Blanchet. Au revoir. Adeu, adeu. Merci. Adeu.